Merci d'être avec nous pour cette nouvelle capsule divertissement et nous sommes toujours en compagnie de Jocelyne Covier. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu vas nous sortir des statistiques qui font réfléchir, puis il y en a une couple là-dedans, là, c'est pratiquement absurde, les chiffres qu'on peut voir, hein. Oui, tu as vraiment le bon terme, absurde. Puis honnêtement, depuis, ça fait quelques jours que je suis là-dedans, puis il y a des statistiques qui me sont restées dans la tête, qui m'ont vraiment marqué, puis amené à réfléchir, puis à me dire, oh mon Dieu, c'est le monde dans lequel on vit. On n'en a pas toujours conscience, mais ça amène vraiment à réfléchir, là. Et j'ai contre-vérifié, vérifié 3 fois, 4 fois, parce qu'il y a des choses, tu dis, ça se peut pas, là. Mais c'est vraiment ça. Comme par exemple le premier là, que tu nous amènes sur le logement versus l'itinérance, hein. Effectivement, bon, on parle souvent, il y a une crise de logement, tout ça. Aussi, bon, on le sait, malheureusement, il y a beaucoup de personnes en situation d'itinérance. Donc, dans le monde, combien de personnes dans cette situation? On parle de 300 millions de personnes qui sont en situation d'itinérance. Et il y a combien de logements vides dans le monde? C'est des centaines de millions. En d'autres termes, on pourrait, si on voulait, on pourrait loger tous ces gens-là. Ça, on dirait que ça fait encore plus mal hein, quand on pense aux problèmes d'itinérance. Ça amène vraiment à réfléchir sur les priorités de la société. On pourrait dire la même chose de la faim dans le monde. Si on se décidait, toutes les sociétés, les gouvernements, d'arrêter la faim dans le monde, on le pourrait. Ça vraiment, ça choque. Je vais vous donner d'autres chiffres aussi. Aux États-Unis, on le sait, le fossé entre pauvres et riches est très grand. C'est souvent, c'est soit tu es pauvre, soit tu es riche. On parle de 500 000 personnes itinérantes et les logements vacants aux États-Unis, 15 millions. Ça, c'est énorme, ça, là. D'ailleurs, c'est un des pays où il y a une plus grande différence entre les logements vides, si on veut, et les personnes qui en auraient besoin. Au Canada, ça ressemble à quoi? Les personnes itinérantes, 235 000, c'est beaucoup. Les logements vacants, 1,3 million. Donc, dit autrement, pour chaque personne itinérante, il y aurait 5 logements disponibles pour cette personne, théoriquement, là. Et au Québec, on parle de 10 000 à 13 000 personnes en situation d'itinérance. Et pour les logements vacants, quand même 25 à 30 000. C'est une estimation. Et on parlait aussi, entre autres, des HLM, des loyers à prix modique. Il y en aurait 3 à 4 000 qui sont en rénovation, donc qui ne sont pas disponibles, qui vient aggraver la fameuse crise du logement. Donc, moi, ça m'a rendu triste comme statistique parce que je me disais, on a les moyens, mais c'est juste que parfois, les gouvernements, les autorités, etc., n'ont pas toujours les mêmes priorités. Puis au prix que coûtent les logements en plus aujourd'hui, là, il y en a qui se retrouvent en situation d'itinérance parce qu'ils ne sont pas capables de payer un logement en plus. Exactement, c'est tellement un bon point parce qu'on disait entre autres que parmi les logements vacants et vides, il y en a énormément qui ne sont pas abordables. C'est des prix qui n'ont pas de bon sens. Et c'est bon de rappeler aux gens que les personnes justement qui vivent dans la rue, il suffit d'une, j'allais dire en bon français, d'une bad luck. Ça peut arriver à n'importe qui, une perte d'emploi, un divorce, un problème de santé mentale, peu importe, il s'agit d'un problème dans la vie et on peut se retrouver à la rue. Donc, tu sais, parce que parfois les gens dans la rue sont jugés, euh, mais ça amène une réflexion. En tout cas, j'espère que la société va réfléchir sur la question pour essayer de trouver des solutions. Surtout aussi que l'itinérance, on en a entendu parler dernièrement là, dans des documentaires ou ben, à la télévision. Là, elle a plusieurs visages, là. Puis, surtout qu'en Gaspésie, il y en a, on ne la voit pas parce que le monde va soit dormir chez des amis, de la famille ou dans leur voiture. Donc, on ne les voit pas physiquement dans la rue le soir, mais tu es itinérant parce que tu n'as pas de logement à toi. Je suis contente que tu l'amènes parce qu'on a toujours l'impression, parce qu'on ne les voit pas. En Gaspésie, on se dit que ça n'existe pas. Il y a l'itinérance en Gaspésie. Et aussi un autre, je fais une parenthèse, ça, j'avais lu un article là-dessus.
ce qu'on appelle la prostitution de fin de mois. C'est des personnes qui sont tellement en situation de vulnérabilité, qui n'ont tellement pas d'argent, que pour payer le loyer, sont en situation, se disent, ben, j'ai pas le choix, je vais me prostituer pour payer mon loyer. Donc, c'est un article sur la question, justement, parce que moi, j'ignorais que ça existait. C'est quelque chose qui arrive pas seulement dans les régions éloignées, un peu partout. Ça fait réfléchir parce que souvent aussi, quand on ne veut pas voir, on ne voit pas. Mais à un moment donné, on a envoyé des publications sur les réseaux sociaux d'une personne qui dormait dans sa voiture en Gaspésie. Et tu dis, oh mon Dieu, en 2026, c'est triste. En tout cas, espérons que ce genre de statistiques-là va amener à bouger les choses, à penser aux personnes les plus démunies. On va passer au prochain. Lui aussi, ça étonne, là. Les cellulaires versus les installations sanitaires de base. Oui, effectivement. Donc, il y aurait davantage de personnes qui ont accès à un cellulaire que de personnes qui ont accès à des installations sanitaires de base, donc de toilettes fonctionnelles, tout ça. Ça m'a aussi, j'en reviens pas. Oui, c'est une bonne chose que le cellulaire est un peu partout parce que pour beaucoup de gens, ça peut être leur gagne-pain, ça peut les aider pour les urgences à santé. Donc, c'est bien que ce soit accessible partout dans le monde. Mais en même temps, tu te dis, il y a des choses de base aussi qui devraient être accessibles vraiment à toute l'humanité. Donc, les personnes avec accès avec un cellulaire, c'est 6 milliards. Et les personnes avec accès à des installations sanitaires, c'est de 3,5 à 4,5 milliards. Puis on est 8,2, 8,3 milliards sur Terre. Donc, il y a quoi, presque 2 tiers de la population mondiale qui a un cellulaire, mais tu en as la moitié, un peu moins de la moitié, qui n'a même pas accès à ça. Exactement. Qui n'ont pas accès aux installations sanitaires. Puis évidemment, quand on parle d'installation sanitaire, c'est pas seulement pour l'idée du confort d'avoir une toilette fonctionnelle, c'est que ça amène beaucoup de problèmes de maladies lorsque ça amène des problèmes sanitaires, etc. Donc, c'est ça aussi, c'est une question à réfléchir. Et tu parlais de l'accès, des pourcentages de population. Le pourcentage de population qui utilise Internet, finalement, on parle de 73 environ 6 milliards d'humains qui utilisent. Ça aussi, c'est bien que ce soit accessible à tout le monde. Moi, j'ai toujours trouvé qu'Internet, c'est une bibliothèque universelle. Il y a toutes sortes de choses sur Internet, mais il y a du positif aussi. Donc, c'est ça, c'est quand même. Honnêtement, j'étais pas au courant que l'accès à des services de base comme ça, à des toilettes fonctionnelles, il y a autant de gens dans l'humanité qui n'ont pas accès. Ça amène aussi à réfléchir. Ouais. Le prochain, c'est concernant la population. Des petits chiffres là-dessus. Oui, donc on va reculer avec l'an 1. Donc, on voit un graphique intéressant justement et ça montre à quel point il y a une explosion de la population. Donc, évidemment, avec l'avènement de la médecine, l'industrialisation. Exactement, l'industrialisation, justement, de meilleures pratiques sanitaires, tout ça mis ensemble, ça fait que, bon, la population a beaucoup augmenté. Ben, c'est sûr que tu parles de la médecine, ben, justement, avec la découverte des vaccins, la longévité est plus longue, donc on vit plus longtemps, plus de gens. Je suis contente que tu l'amènes parce que les vaccins, ça a fait beaucoup polémique durant la pandémie. On entendait toutes sortes de choses, mais c'est un fait que l'espérance de vie qui est augmentée, l'explosion de la population, ce qui a beaucoup aidé, entre autres, c'est les vaccins, l'accès aux vaccins. Donc, aujourd'hui, on serait, tu l'as dit tantôt, environ 8,3 milliards d'humains sur Terre. Le pays le plus peuplé, c'est l'Inde. Je pensais que c'était la Chine, honnêtement, mais elle suit pas trop loin après. Et les prévisions pour 2037, on parle de 9 milliards. Quand même pas mal de monde. Et pour avoir un peu une comparaison, au Canada, on parle de 42 millions d'habitants. C'est des questions qu'on se pose souvent. On est combien au Canada, au Québec? Québec, 9 millions. Et pour la Gaspésie, si on ne compte pas les îles de la Madeleine, on parle d'environ 80 000 personnes en Gaspésie. Donc, ça fait quand même pas mal de monde. Et si vous voulez d'autres comparaisons, pour la MRC Rocher-Percé, qu'on connaît bien,
17 100 personnes. Donc, c'est sûr, quand tu compares avec, par exemple, un géant comme les États-Unis, 342 millions, le Canada est bien petit au niveau population. On parlait tantôt de 42 millions versus 342 pour les États-Unis. D'où, petite parenthèse, peut-être tous les problèmes actuels avec les échanges commerciaux. Les États-Unis, c'est un gros joueur. Il y a beaucoup de gens qui consomment, donc une grande population. Donc, c'est ça, on est quand même... c'est drôle, j'étais restée avec le chiffre qu'on était 6 milliards sur Terre. Ça a continué d'augmenter. On voyait le graphique, là, c'était tout petit au tout Oui, début. Là, tu nous as amené un chiffre aussi pour à l'an 1. Ça montre aussi l'énorme différence là, de la progression de la population. Là. ah oui, puis je trouvais que le graphique l'illustrait tellement bien parce qu'on voit tellement le pic monter tout d'un coup. Entre 170 et 300 millions qui est estimé pour l'an 1. Quoi, ça a pris du temps avant que ça se mette à monter. Oui, ça a vraiment resté. Bien, pendant longtemps, tiens, on le revoit le graphique. Pendant longtemps, en l'an 1, là, on parle peut-être de la population de l'Europe actuelle, là, qui est de 340. Au niveau de l'Europe, non, l'Europe, c'est 744 millions. Quand même pas mal de monde, plus que les États-Unis. Donc, on voit un peu le graphique. C'est vrai que ça a stagné pendant longtemps, mais il faut dire que la médecine, pendant longtemps, c'était assez... c'était la base, hein? Ouais, puis il y a aussi que, étant donné que l'espérance de vie était beaucoup moindre, Oui. tu sais, je crois, je ne sais pas si c'est jusque dans les années 1600, tu sais, c'était quoi, 40 ans, 45 ans peut-être l'espérance de vie, là. Donc, c'était court dans ce temps-là Les aussi, là. conditions de vie, c'était pas facile. Peut-être les personnes plus riches vivaient un peu plus longtemps, mais les paysans, les conditions de vie, c'était épouvantable. Pas d'accès vraiment à une médecine digne de ce nom, je dirais. Puis les conditions sanitaires aussi, c'était pas extraordinaire. Donc, tout ça mis ensemble, c'est sûr que c'était plus difficile que la population augmente. Et qui dit pauvreté, bien, des fois, c'est plus difficile de faire des familles nombreuses si on ne peut pas nourrir sa famille, etc. Donc, mais là, on voit aujourd'hui que ça a vraiment une explosion démographique. Alors, on prévoit 9 milliards, comme je disais, en 2037. On va passer au prochain. Lui aussi, c'est un chiffre qui frappe l'imaginaire, là, l'esclavage moderne. Oui, ça, c'est d'ailleurs, j'en ai discuté l'autre jour avec le prêtre de la ville, qui est originaire d'Afrique, et qui me disait, il y a encore l'esclavage aujourd'hui. Et puis, c'est ce qui m'a amené un peu aussi à fouiller ce sujet-là. Et ça m'a tellement surprise. Il y a encore 50 millions de personnes qui vivent l'esclavage dans le monde. Et en fait, c'est plus qu'à n'importe quelle époque de l'humanité. Moi, ça m'a traumatisée comme statistique parce que tu te dis, on a l'impression que c'est derrière nous, qu'il y a encore de l'esclavage, mais c'est plutôt anecdotique. Mais en fait, non, il y a énormément d'esclavage encore. Et quand on parle d'esclavage, on parle de travail forcé, 27,6 millions de personnes, notamment, et ça comprend malheureusement aussi l'exploitation sexuelle, 6,3 millions de personnes. Et on parle de mariage forcé, 22 millions de personnes dans le monde. Donc, c'est des pratiques encore malheureusement courantes dans certaines régions du monde. Donc, quand on dit que l'esclavage, ça fait partie du passé, qu'on a évolué comme société, malheureusement, non. C'est encore bien présent et espérons que ça aussi, la société va évoluer là-dessus. Dans le 27,6 millions pour le travail forcé, là, oui, il y a probablement tu sais, comme mettons, des personnes immigrantes qui vont travailler chez quelqu'un pour, tu sais, pouvoir rester ici, puis ils sont mal payés, tout ça. Je crois qu'on peut mettre aussi là-dedans là, les, les- les usines de textiles dans les pays défavorisés. Exactement. Donc, c'est le travail forcé. Des fois, c'est des enfants qu'on fait travailler. Euh, et ça n'a pas besoin d'être loin, hein, parce que même au Canada, aux États-Unis, on a entendu des témoignages justement de personnes, des fois, c'est des personnes sans papier, qui sont en situation très vulnérable et bon, essaient de se trouver du travail. Et leur patron, par exemple, vont faire du ménage dans un domicile,
va les faire chanter en disant si tu travailles pas 80 heures par semaine, je te dénonce à Immigration Canada, Immigration États-Unis, etc. Donc, il y a des personnes près de nous qui sont dans ces situations-là, qui sont vulnérables, qui ont quitté leur pays pour se sentir menacés et qui arrivent ici et qui connaissent, c'est pas tellement mieux là, leur vie ici. Donc, ça existe et vraiment quand même près de nous aussi. Le prochain, c'est l'argent, l'argent physique versus l'argent virtuel. Oui, ben le fameux argent cash, on en a de moins en moins parce que ça fonctionne avec des cartes. Maintenant, tu peux même prendre ton cellulaire puis payer. Euh, donc, 92% de l'argent qui circule dans le monde, c'est de l'argent qui n'est pas physique, finalement. Et c'est beaucoup, honnêtement, ça m'a surpris, ça aussi. Et je lisais ça, c'est en parallèle, par hasard, j'ai tombé là-dessus cette semaine. C'est un article qui disait que lorsqu'on dépense avec, justement, avec une carte de guichet, carte de crédit, on a tendance à dépenser plus que si on sort vraiment de l'argent physique de notre portefeuille. Puis expliquer pourquoi. Parce que si on prend de l'argent cash, notre portefeuille s'amincit. On le voit concrètement qu'on est en train de dépenser. Là, c'est... Ou bien, t'as ton porte-monnaie, puis là, tu cherches la monnaie, puis Oui, j'ai-tu mes 2 piastres, 5 piastres? c'est ça. Donc, on le voit, là, Mm. on sort de l'argent, le portefeuille. Ah, ben, il me restait un 20, tiens, je viens de le dépenser. Et aussi, ça m'a fait sourire là, parce que l'humain étant l'humain, c'est qu'on a une douleur de perdre physiquement quelque chose. Lorsqu'on donne de l'argent, on donne quelque chose et on aurait inconsciemment une douleur de cette perte physique. OK. Tandis que si on paie avec une carte, la carte nous revient. On ne donne rien. Alors, ça se passe tout Ben, dans l'inconscient. Là. ben, on ne le voit pas aussi, ce qu'on donne. Tu sais, Ben, c'est si ça. tu as juste passé une carte, il n'y a rien qui est échangé. Donc, c'est pour ça. Dans le fond, quand on a tendance à plus dépenser, on voit pas on voit pas ce qu'on donne. Donc, tu ne sais pas qu'est-ce qui te reste. Exactement. Puis d'ailleurs, justement, les fameuses cartes de crédit, c'est facile d'avoir un certain automatisme, de penser que c'est comme une carte de guichet, alors que c'est pas du tout la même chose, là, c'est des dettes. Et c'est pour ça qu'ils donnent le conseil aux gens de prendre des cartes prépayées. La carte a l'argent que tu mets dedans. Donc, tu ne peux pas t'endetter là, parce que c'est toi qui mets l'argent directement dedans. Ben, à moins que tu mets tout ton argent de ton compte au lieu de payer tes factures, là, oui, tu vas peut-être t'endetter. Mais c'est un conseil qu'on donne aux gens peut-être qui ont tendance à... Parce que on est tous pareils, là, c'est facile de dépenser. Et donc, c'est ça, j'avais jamais réfléchi à la question, mais c'est vrai que quand on donne de l'argent, on donne quelque chose. En plus que il y a de plus en plus de banques virtuelles. Tu sais, Oui, Tangerine, là, ils n'ont pas de succursale comme Desjardins ou Banque nationale. C'est juste virtuel. Donc, tu n'as pas moyen, à moins d'aller justement chez Desjardins retirer l'argent à aux frais, tu sais, ouais. pour avoir de l'argent physique. Mais sinon, tu fais affaire juste avec quelque chose qui est sur Internet, là. C'est que ça amène le rapport à l'argent à changer. Puis, je fais encore une parenthèse. On s'en rend peut-être pas compte parce que notre génération, on a un peu grandi avec l'informatique et tout ça. Mais je rencontre souvent des personnes, des aînés qui me disent qu'ils ont de la misère à suivre parce qu'ils n'ont pas été habitués à l'informatique. Puis là, ils sont rendus dans un monde où tout fonctionne par cellulaire, par ordinateur, par... Puis ils me disaient, c'est déroutant. Puis c'est vrai, on ne pense pas à ça, mais c'est très déroutant pour une personne qui n'est pas familière. Puis il y a des gens qui ont la chance d'avoir de l'aide, des nièces, peut-être des enfants qui viennent les aider avec ça, mais il y a des gens qui sont totalement seuls à gérer maintenant les impôts aussi. Il faut que tu vas chercher ton code sur Internet. C'est pas simple quand tu n'es pas habitué. Puis même quand tu es habitué, là, des fois, les sites du gouvernement, c'est pas si simple non plus de trouver les choses. Donc, pour les gens qui sont moins habitués, là, le fait que l'argent, ça s'en vient comme tout virtuel comme ça peut être assez déstabilisant. Là. On n'y pense pas. Ouais. Puis pour ces gens-là, justement, le fait que tu sais, c'est l'accès aussi à leurs services bancaires qu'ils ont besoin. Tu sais, les banques ferment des succursales, là, donc euh, ils sont laissés à eux-mêmes.
Oui, à un moment donné, on a enlevé les fameux livrets. Il y a des gens, ils fonctionnent avec ça depuis des années. Puis tu l'enlèves, mais sans donner de. Tu sais, ils n'ont pas eu de formation, entre guillemets. Tu enlèves, puis là, OK, tu vas faire ça à la place. Ça a À ce temps, tu vas été. aller sur Internet pour consulter tes transactions. Puis ça Mm. amène aussi, malheureusement, c'est qu'il y a des gens, bien évidemment, la plupart des gens sont de confiance. Mais une personne comme ça, qui n'est pas familière, qui demande de l'aide à, je ne sais pas, quelqu'un de la famille ou un ami, qui n'est pas digne de confiance, c'est facile pour la personne d'aller jouer dans les comptes et faire je ne sais pas quoi. Si on parle de maltraitance envers les aînés, bien, juste ça amène aussi ce problème-là. Si la personne ne sait pas trop comment ça marche, puis elle met ça entre les mains d'une autre personne, puis la personne n'est pas fiable. Donc, Mm. moi, je trouve qu'il y a eu un manque dans la société. On n'a pas pensé à ces gens-là, à les aider, à peut-être mettre une transition au lieu de passer du jour au lendemain au virtuel. Puis c'est comme si on leur avait dit, ben, arrange-toi, trouve quelqu'un pour le faire. Donc, c'est une petite parenthèse, là, mais ça m'a fait penser à ça. C'est à cause de ça que les banques ferment leurs succursales. 92% de l'argent est virtuel. Fait que je veux bien comprendre que tu sais, si les gens se présentent moins, ben là, c'est des frais, mais le membre aussi a besoin d'avoir accès à ces affaires. Donc, Exactement. le prochain, on reste dans l'argent, puis un chiffre de 1% à retenir. Le fameux 1%. On entend ça parfois, le 1%. Le 1% des personnes les plus riches, si on prenait toute la population de la Terre, les plus riches, là, 1%, possèdent 50% des richesses. Tu as 1% de l'humanité qui possède la moitié des richesses de la Terre. C'est les gens les plus riches. Et ils possèdent plus, ce 1%-là, ils possèdent plus que 95% de l'humanité réunie. Donc, ça ne va pas en diminuant. Les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Donc, le fossé continue de grandir. Mais c'est choquant comme statistique parce que quand on dit c'est les gens qui décident dans la société, c'est les plus riches, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent. On a beau être nombreux, mais oui, des fois, il y a des décisions peut-être qu'on a moins accès, qu'on est moins représenté. Parce que l'argent achète tout. L'argent, veut pas, oui, l'argent achète, quand on dit ça achète tout. Puis, et on le dit souvent, par exemple, les gens qui ont des problèmes en justice, t'as juste ils vont dire, si tu as de l'argent pour payer une équipe d'avocats, tu as plus de chances de t'en sortir. Et ça ne devrait pas. La justice devrait être égale pour tout le monde. Mais c'est comme ça. Puis je ne parle pas de tous les milieux de corruption où l'argent. Donc, c'est choquant. Et un autre statistique aussi, dans le même sens, il y a la moitié de la population de la Terre qui fonctionne avec moins de 9,50 $ par jour. C'est pas beaucoup. On parle de la moitié de la population, là. C'est sûr que le coût de la vie n'est pas le même d'un pays à l'autre, mais même à ça. Des fois, on dit que les gens ici dans la classe moyenne sont riches comparés à certains pays, mais c'est quand même, il y a beaucoup d'avancées à faire, il y a beaucoup de choses à améliorer. Parce que la classe moyenne, maintenant, on la divise en classe moyenne pauvre, classe moyenne riche. Mais quand on regarde la société, quand on regarde une majorité de gens qui ont la difficulté à faire l'épicerie, comme avant, qui font des choix maintenant, ça concerne pas mal de monde, là, finalement. Est-ce qu'on sait, tu sais, on parle du 1% des personnes les plus riches, est-ce qu'on sait à partir de quel moment on dit que cette personne-là fait partie du 1%, une valeur, si tu as 1 million, si tu as 1 milliard? Bonne question. J'ignore l'information, mais c'est sûr qu'il y a quand même plusieurs milliardaires. Quand tu penses à ça, il y a des milliardaires. Oui, bonne question. À quel moment une personne est considérée riche? Puis en même temps, des fois, tu vois les barèmes, comme par exemple le seuil de la pauvreté. Les gens qui vivent au seuil de la pauvreté vont vous le dire. Je veux dire, c'est pas une vie facile à faire. C'est pas. Des fois, les seuils que les pays mettent, que les gouvernements mettent,
des fois, tu aurais envie de leur dire, viens faire une semaine à ce seuil-là. Tu sais, parce qu'à un moment donné, il y avait eu, je ne sais plus quel politicien qui avait fait une remarque sur l'épicerie et les gens s'étaient dit, hey, ça fait longtemps, lui, qui n'a pas fait l'épicerie parce que ça coûte cher. Tu ne peux pas faire l'épicerie avec tel montant aujourd'hui. Et ben, quand on met des seuils comme ça, on dirait que des fois, c'est décidé en théorie, sur papier, mais que les gens n'ont pas toujours conscience que même quelqu'un aujourd'hui au salaire minimum, il y a des gens au salaire minimum qui, normalement, te permettent de vivre, qui vont dans les banques alimentaires. C'est pas normal. Des gens qui travaillent 40 semaines au salaire minimum vont dans les banques alimentaires. C'est, c'est choquant d'entendre ça, puis des gens de la classe moyenne qui sont supposément capables de bien arriver, qui ont besoin de ressources d'appoint comme ça. Donc, moi, je trouve que tous ces barèmes-là, on devrait les revoir, puis on devrait vraiment voir comment les gens vivent. L'accès au logement, comment c'est rendu cher le logement, comment c'est rendu cher l'épicerie. Euh, même avec des fois des salaires que tu te dis, ah, ben, c'est un bon salaire, des fois, les gens en arrachent parce que tout coûte cher. Puis, je fais un autre petit point parce qu'on a le mentionné dans les statistiques. Au niveau il y a beaucoup de travail qui n'est pas rémunéré. Puis on disait que 75 de ce travail-là est fait par les femmes encore. Proches aidants, le soin avec les enfants, le ménage. On le sait, dans la culture, c'est un peu acquis. La femme, c'est elle qui est la proche aidante, c'est elle qui s'occupe du ménage. Moi, aujourd'hui, là, ça change. Mais il y a beaucoup de travail qui n'est pas rémunéré. Des personnes qui travaillent très fort, qui s'épuisent. Donc, toute cette question-là là, de rémunération, de barème, je pense que au lieu de mettre des barèmes, le gouvernement devrait peut-être voir plus peut-être du cas par cas, analyser aussi le coût de la vie dans région, en ville, c'est peut-être pas la même chose. Il y a beaucoup de variables. Mais en tout cas, le fameux 1 moi, je trouve ça choquant. Qu'ils aient 50 des richesses de la société. Quand je disais tantôt que si on le voulait, on arrêterait la faim dans le monde. C'est exactement ça. Ouais. Le pouvoir est là. Le prochain, je pense, après avoir entendu ces chiffres-là, il y en a qui vont vouloir des AirTags sur leur bagage. Oui, ben c'est un bon. Il y a environ 100 000 bagages qui sont perdus dans le monde chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Ça fait pas mal de bagages. Et de ces bagages-là, il faut le dire, la plupart sont retrouvés. Il y a 5 qui sont vraiment perdus à jamais, volés, perdus. Il y a quand même un aéroport, ça m'a fait sourire, qui a une bonne note, qui est un bon élève dans cette situation. Un bon élève. Donc, l'aéroport international de Kansai à Osaka n'a jamais perdu de bagages depuis son ouverture en 1994. Ça fait comme une trentaine d'années. Donc, eux, on disait, je me demandais pourquoi eux, ils ont 2 membres du personnel attitrés au bagage, ils vérifient, contre-vérifient. C'est vraiment, on a à cœur les bagages des gens. Donc, ça montre que c'est possible. Si on met les ressources nécessaires, c'est possible de ne pas perdre de bagages. Donc, tu parlais de AirTag, je suis moins familière, c'est une espèce de... Ben, AirTag, j'ai dit lui parce que, bon, j'en ai, c'est les produits d'Apple, là. Dans le fond, c'est un dispositif GPS. Ben, pas GPS, là, mais dans le fond, c'est que si, admettons, comme justement, tu aurais ça sur un bagage, puis tu le trouves pas, ben, quand tu fais localiser sur ton téléphone, il te dit où se trouve Ah! ton appareil que le AirTag est dessus. Puis pour que ça fonctionne, ben, c'est n'importe quel cellulaire iPhone, à moins que ça fonctionne aussi avec ceux Android, je ne sais pas, là, mais mettons n'importe quel iPhone, passe à côté, ça va donner, tu vas savoir sa position, là. C'est intéressant. Puis je pense que ça existe pour aussi les Android. Puis Ouais. c'est le fun comme d'amener des solutions comme ça. Puis ça me fait penser à un sujet qui va venir plus loin que je ne vais pas parler tout de suite, là, mais vous allez voir qu'il va y avoir un lien. Ça, c'est des AirTags, ça, c'est une solution qui n'est pas trop chère. Je sais il existe aussi des vrais GPS là, qui sont beaucoup plus dispendieux, puis eux autres, ça ne fonctionne pas avec un téléphone. C'est vraiment le signal GPS. Mais là, tu payes le prix, là. T'sais. Mais c'est quand même intéressant parce que, bon, justement, les gens qui voyagent régulièrement, puis c'est la crainte hein,
Il y a même, je connais moi des gens qui voyagent beaucoup et dans leur bagage maintenant, ils ont comme un kit de vêtements de voyage que c'est comme du vieux linge, que c'est pas grave s'ils le perdent. Ils ont tellement peur, puis ils font tellement d'aéroports que maintenant, tout ce qu'il y a dans leur bagage, théoriquement, ils peuvent le perdre, que ça leur fait pas trop de peine à ce Ben, point-là. tu sais, c'est comme moi, je voyage en autobus de temps en temps, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui cherchait sa valise, justement. Sa valise n'était plus là. Oh mon Fait Dieu! que, tu sais, les valises qui se ressemblent, il y en a un qui le prend par erreur, puis... mais, tu sais, s'il a débarqué, là, 5 heures, là, ben... C'est là Fait que, l'importance tiens, aussi, tu amènes un bon point. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter un AirTag, mettez, je sais pas moi, des étampes sur votre valise, quelque chose, un ben, j'ai mis petit de... porte-clés pour l'identifier au moins, là. Ben, moi, vu qu'il est pas mal commun, j'ai été mettre de la paracorde orange fluo dessus, Ah, sur la mais poignée. Fait que, ça serait il détonnait surprenant d'ici. que aussi ça, que deux personnes font exactement la même chose. Prochain, un autre chiffre qui étonne concernant le plastique. Oui, bon, on parle souvent de pollution et l'image, une Je image vaut mille mots, hein? je sais pas si c'est l'image de l'île de plastique flottant, ça. Ah, bonne question, parce que c'est vrai, à travers l'océan, il y a une espèce de... Dans l'océan Pacifique, je pense. Oui, je pense que oui. À cause des courants, il y a plein de plastiques qui se ramassent, qui forment une espèce d'île flottante. Hmm. Puis, mais je vous dirais là que, bon, j'en ai déjà parlé, j'aime la minéralogie. Puis, donc, quand j'allais sur les plages, j'avais toujours un sac, une chaudière pour les pierres, puis un sac pour les cochonneries que je trouvais, là, je veux dire, les bouteilles. Enfin, je me disais, ben, tant qu'être sur la plage, je vais faire du ménage. Puis, il y a des fois, je revenais chez nous avec plus de bouteilles de plastique que de roches. Des fois, là, c'était... Puis, je me disais, en 2026, on dirait que j'ai de la misère à concevoir que des gens peuvent avoir le réflexe de boire, manger sur la plage et juste jeter ça là. C'est juste comme il y a des gens qui ouvrent la fenêtre de leur voiture puis qui jettent leur contenant de fast-food sur l'autoroute. Puis ça existe, là, ça se voit encore. Puis on dirait que j'ai la difficulté avec toute la sensibilisation. Ça peut arriver qu'on perd quelque chose, mais qu'on oublie quelque chose sur la plage. Mais tu sais, j'en vois là, carrément, c'est comme si la plage était une poubelle, comme si la mer était une poubelle. Et bon, on a vu un peu l'image. Donc, il y a 22 000 à 33 000 tonnes de plastique qui entrent dans la mer. Là, actuellement, la quantité, on parle de 150 millions de tonnes. Qu'il Quand y a on dans la parle mer en ce moment. 150 millions de tonnes, puis on pense de plus en plus à des solutions pour essayer de justement dépolluer. Il y a toutes sortes d'espèces de filets qui ramassent justement les gros détritus. Le problème, c'est qu'il y a du plastique qui se ramasse dans l'océan, vraiment à l'intérieur. Et on parle de plus en plus du fameux microplastique, sans savoir quand on boit, quand on mange. Souvent, on mange et on boit des microplastiques parce que c'est présentement partout dans l'océan, dans notre environnement. Et de plus en plus, on fait un lien entre ces microplastiques-là et différents problèmes de santé. Donc, il y a des gens, par exemple, maintenant, au lieu d'acheter des contenants de plastique, ils achètent des contenants en verre. On peut faire quand même changer des petites habitudes comme ça. Il y a certains aliments qui contiennent plus de microplastiques aussi. C'est difficile à éliminer parce que vraiment, ça fait partie de la colonne d'eau. Après, qu'est-ce que tu peux faire? Bon, on essaie d'inventer des choses pour l'éliminer. Mais la pollution, on n'en parle pas assez. Ça cause beaucoup, beaucoup de décès. On parle de 8,1 millions de décès prématurés par année. Quand on dit prématurés, c'est des gens qui sont décédés avant leur espérance de vie normale. C'est pas normal qu'ils sont décédés plus jeunes de telle maladie. Ça fait beaucoup, beaucoup de décès, la pollution. On ne s'en rend pas compte nécessairement quand on respire. Et donc, on parle souvent d'éco-anxiété, puis les gens font des blagues là-dessus, puis que le monde est en train de paranoïer. Mais non, c'est un problème, c'est un fait, là, on a un gros problème environnemental, autant qui détruit la planète, les animaux, qui est en train aussi de nous détruire. Donc, ça amène à réfléchir. Ça amène. Puis il y a quand même des initiatives. On peut aussi faire des dons des fois à des gens qui
qui ramassent des bouteilles, des déchets sur les plages. Et je fais une parenthèse, les fameux, quand on achète un pack de 6 canettes de boissons gazeuses ou peu importe, toujours les couper. Les fameux, c'est un truc en plastique qui Ouais, retient. ben, utilisé pour ouvrir les canettes, là? Quand on achète un pack de 6 canettes, ce qui retient, c'est comme un truc en plastique avec 6 ronds. Ah, OK, ouais. Et j'ai pas pensé mettre une image. De toujours couper ces fameux ronds-là parce que beaucoup se retrouvent dans l'eau et les animaux se prennent dans les ronds. Tous finalement qui a une forme arrondie, prendre le réflexe de couper, ça prend une seconde et ça peut faire une grosse différence. On va passer au prochain, là, notre navigation sur Internet, on pourrait Oui. dire. Donc, en moyenne, on passe 40 de notre vie éveillée en ligne, environ 7 heures par jour. C'est beaucoup. Parce que des fois, on voit des chiffres comme on passe peut-être 2 heures, 3 heures sur les réseaux sociaux. Mais si on comprend tout ce qu'on fait en ligne, on en fait des choses en ligne, veut pas, on Il va y a les chercher jeux. les jeux, on va regarder notre compte bancaire, on va regarder Chercher pour des recettes, hein, entre autres. des recettes, qu'est-ce qu'il y a de bon au cinéma, peu importe tout ce qu'on fait en ligne, ben ça représente la moitié, quasiment la moitié de la journée. D'ailleurs, vous pouvez vérifier sur votre cellulaire combien de temps en ligne. Et le chiffre risque de vous surprendre. Moi, ça m'a surpris parce que je ne passe pas de longues périodes en ligne, mais par-ci, par-là. C'est ça, on les étale. Fait que, Tu sais, c'est rendu que, par exemple, l'intelligence artificielle, je me pose une question, je vais demander, ça fait, dans une journée, je cherche un mot, le traducteur, je ne vais même plus voir dans le dictionnaire papier, je vais aller voir mon traducteur sur mon cellulaire ben, ou mon dictionnaire. peut-être que 40 sur Internet, on pourrait le mettre sur. À cette heure que, étant donné que pratiquement tout le monde a un cellulaire, ben, on pourrait plutôt dire 40 de notre temps réveillé à consulter notre téléphone. On pourrait dire. Oui, consulter le téléphone. Avant, c'était les ordinateurs. Il y en a moins aujourd'hui, là, les ordinateurs, mais sur le téléphone, et aussi, on ne pense pas, mais le fameux streaming, quand on regarde les Netflix, etc. de ce monde, on est branché. Ça, est-ce qu'on dit 40 est-ce qu'on dit que c'est le temps loisir, on pourrait dire? Parce que tu as ceux qui travaillent sur ordinateur comme moi, mettons. Oui. Tu sais, pas juste moi, il y a plein de monde qui travaille sur des ordinateurs. Fait que tu sais, as le travail, tu as l'accès à l'ordinateur pour le travail. D'après moi, le 40 ça doit être pour tout ce qui exclut le travail. Mais on parle. Quoique, tu sais, exclure. Quand tu es en dehors du travail, normalement, le travail est supposé rester au bureau. Mais si tu es à l'extérieur, tu es chez toi le soir, puis tu t'en vas consulter tes courriels du travail, là, moi, je le mettrais dans 40 celui-là. Ben oui, puis on parle d'une moyenne, hein. Faut dire, il y a des gens que c'est beaucoup plus que ça. Il y a des Ah gens que oui. c'est moins aussi. Il y a des gens qui, c'est à peine, c'est bon, aller voir un petit peu leur réseau social, puis c'est fini. Ben, regarde, comme les influenceurs, eux autres, vont passer énormément de temps. C'est sûr que, tu sais, eux autres, ils font euh, on dit des créateurs de contenu là, sur Oui. YouTube, là, fait que, tu sais, ou peu importe la plateforme. Fait que, tu sais, je ne sais pas si pour eux autres, je sais qu'il y en a qui sont rémunérés pour ça. Fait que, tout ça veut dire, bon, pour eux autres, c'est du travail, ils sont rémunérés. Mais bon, oui, il y en a c'est sûr qu'il y en a qui vont passer beaucoup plus de temps là-dessus. Oui, puis là, on parlait vraiment par rapport à Internet, mais si on calcule, mais c'est ça, moi, je parle beaucoup en termes d'ordinateur parce que j'ai toujours resté avec ordinateur, mais aujourd'hui, c'est plus les tablettes, les cellulaires. Si on calcule tout le temps, même sans nécessairement être sur Internet, tout le temps qu'on passe, c'est sûr que c'est plus que ça. Parce qu'on en passe du temps là, avec nos appareils. Puis évidemment, il y a des gens, c'est leur travail. C'est nécessaire. Et pour ceux pour qui c'est leur travail et ils reviennent à la maison et qui sont beaucoup sur l'ordinateur aussi, puis c'est sûr que ça fait une journée beaucoup branchée. Mais en même temps, ça fait partie de la vie d'aujourd'hui. C'est un peu inévitable. Ça devient un problème quand ça devient une addiction, quand ça devient que la personne ne sort plus de chez elle, quand ça devient que la personne, son estime est basée sur les réseaux sociaux.
mais si la personne est équilibrée dans sa vie, peut-être juste de faire attention à nos yeux, et je vais faire un petit lien avec notre autre capsule, de faire attention avant de dormir, la lumière bleue, parce on va faire de l'insomnie. On allait faire le lien aussi. Le prochain, les mensonges. Oui, les mensonges. Un mensonge, ça, c'est une étude qui a été faite. Un mensonge a 70% plus de chances d'être partagé sur les réseaux sociaux. C'est plus intéressant, semble-t-il, les mensonges que la vérité. Puis, et ça, moi, on en a vu beaucoup durant la pandémie. Hein. Il y avait beaucoup de désinformation. Puis moi, je me souviens, ça m'avait frappé. J'avais dit à une personne, elle avait publié quelque chose que c'était un mythe, c'était pas. Puis j'ai envoyé l'information en privé, là, parce que je voulais pas être confrontante. Je voulais juste aider. Puis j'avais envoyé en privé, ah, finalement, c'est pas vrai cette information-là. Puis j'ai bien, de façon diplomate. Puis la personne m'a répondu, je sais. Et ça m'a frappé, puis je me disais, j'ai arrêté la conversation là, mais j'avais envie de demander, mais pourquoi tu partages? Ouais. La personne m'a répondu, oui, je sais que c'est pas vrai. C'est sûr qu'il y a des gens, ça amène un buzz, les gens vont venir sur ta page, jaser, tu sais, ça amène de la vie. Malheureusement, il y a beaucoup, on pense beaucoup en fonction de ça maintenant, c'est de faire le buzz, c'est populaire. Tu veux être dedans. Okay. On veut être populaire, on veut... on a tous un ego, là, je veux dire, l'attention va tourner autour de notre page, Mais ça m'a frappé, surtout que la personne le dit ouvertement. Elle aurait pu me dire, non, non, j'ai lu, mais elle m'a dit, non, non, je sais que c'est pas vrai. Et après, j'ai lu une étude qui disait que les gens qui partagent beaucoup de désinformations, beaucoup savent que c'est pas vrai. Mais il y a comme un thrill à être dans la confrontation, à être d'être rebelle, d'être contre l'idée générale, d'être... on a tous un côté rebelle, là. Il y a un petit kick d'adrénaline de ne pas faire partie de la généralité. OK, ça on peut comprendre. Mais à un moment donné, ça a pris des proportions pour certaines personnes au point que, justement, ils sont tout à fait conscients de partager des choses fausses. Parce qu'évidemment, si c'est faux, souvent, ça va être des choses, je veux dire, c'est extraordinaire. Je veux dire, le titre aussi, les fameux titres à clic. Tu sais, tu lis un titre, oh mon Dieu, comment on s'est fait prendre? J'avoue, je me fais prendre encore. Tu lis grande nouvelle dans le monde du sport ou de la science, tu cliques là-dessus, puis ça veut rien. Tu sais, le titre n'a aucun rapport avec l'article. Donc, c'est sûr qu'il y a je pense qu'il y a un désir les fameux j'aime, d'avoir des j'aime, d'avoir des gens qui viennent sur nos publications. Et donc, les mensonges, on le dit souvent, les mensonges courent plus vite que la vérité. Mais la vérité finit toujours par rattraper quand même. Ça prend plus de temps, mais ça finit toujours quand même. Mais c'est épouvantable, pareil, de constater que le monde savent que c'est quelque chose qui n'est pas vrai, oui. mais qu'ils vont le partager quand même. Tu sais, dans le fond, c'est juste pour la reconnaissance. Mais tu sais, c'est parce que si quelque chose est mensonger, puis c'est répété, même si le monde le sait pas, même si le monde savent que c'est pas vrai, ben c'est que tu viens dire à plus de monde quelque chose de faux. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant tu participes au phénomène. Puis, je vais donner l'exemple de Twitter, qui est devenu un chaos depuis le rachat par Elon Musk. Puis, Twitter, maintenant, a une espèce d'intelligence artificielle intégrée qui s'appelle Grok. Donc, il y a ça qui peut vérifier les informations. Et tu as aussi, quand tu vois une information qui n'a pas de sens, tu peux faire un commentaire de la communauté pour dire non, c'est pas vrai parce que puis t'envoies un lien. Et si beaucoup de gens font le même commentaire, ça va être sous la publication. Et moi, ça me surprend toujours, c'est que les gens, ils se font prendre à mettre des choses fausses. Il y a le gros avertissement en dessous, cette information est fausse parce que blablabla, et ils laissent la publication. Ben, encore mieux, si on peut dire, là. Tu sais, avec Sora, l'intelligence artificielle là, qui permet de faire des vidéos, là. Tu as le logo de Sora qui apparaît dans la vidéo, mais le monde pense que c'est vrai pareil. Puis ça, ben,
parce que j'ai entendu une entrevue à Cube Radio, puis la personne t'as quelqu'un qui avait produit des vidéos, une fausse vidéo d'un buffet chinois, je pense que c'est à Joliette, si je me rappelle bien le nom de la ville. Puis, tu sais, c'est une fausse vidéo avec une fausse file d'attente, tout était faux là-dedans. Puis, même le monde, tu sais, tu as quasiment pu penser que c'était un film qui était monté, là. Puis, il a reçu 57 réservations pour le restaurant virtuel. Tu sais, on voit à quel point, puis même si c'est démenti, puis justement, quand je donnais l'exemple, les gens qui publient, puis qu'il y a un avertissement que c'est faux, je pense que Facebook le fait maintenant aussi, ils mettent une note. Les gens partagent. Mm. Ils voient que c'est faux, mais il y a des gens qui disent, ouais, ils disent c'est faux, mais tu sais, c'est le gouvernement qui dit que c'est faux, puis il y a aussi ça. Mais je pense que il y a un kick, je pense, d'avoir des statistiques. Puis en plus, Twitter, maintenant, tu peux être payé. Si tu as beaucoup de gens qui te mettent des j'aime, qui commentent, alors imagine le désastre que ça a fait. Les gens veulent des stats, sont prêts à tout pour des statistiques, pour avoir des... Donc, ça, c'est quelque chose, je pense que c'est intéressant à un moment donné de parler de l'intelligence artificielle, d'expliquer aux gens un peu, parce qu'on entend, c'est vaste comme sujet, là, l'intelligence. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Je pense que je vais arrêter ça là parce que je pourrais le continuer encore. Ah bon, on va faire une capsule, c'est Ouais. sûr. Les nuages, c'est étonnant que Oui. ce chiffre-là. Oui, ben, on en voit un à l'écran. Cumulonimbus, ils peuvent atteindre jusqu'à 1 million de tonnes en poids. Parce que c'est dans les airs, on l'imagine peut-être pas, mais Ben non, c'est de l'eau après tout. parce que ça nous donne l'impression que je veux dire, ça ressemble à de la ouase, je veux dire, c'est comme, ça ressemble à de la vapeur, donc les fameux gros nuages d'orage. Les autres nuages aussi sont très lourds, là. Pourquoi? Parce que ça contient des cristaux de glace, des gouttelettes d'eau. Parce qu'évidemment, ça vient de là, la pluie, la grêle. Donc, c'est contenu dans ces fameux nuages-là, et étant donné la taille. Mais honnêtement, je ne pensais pas que c'était tant que ça, là. 1 million de tonnes, c'est beaucoup. Donc, la prochaine fois que vous voyez des nuages, ça va changer votre perception. C'est extrêmement lourd. Moi, la nature me fascine toujours quand j'apprends des choses comme ça. Maintenant, le bonheur. Ah, il y a justement eu une étude qui est sortie récemment concernant le bonheur. Oh, c'est intéressant. C'est ce que c'était par rapport au classement des pays? Ouais. OK. Je ne sais pas si... En tout cas, j'ai été voir le plus à jour que j'ai pu trouver. On dit qu'environ 70% des gens se disent heureux. Ça me surprend, honnêtement, là. Parce que, de manière générale, ce que je constate dans la société, avec tout ce qui arrive, les guerres, le coût de la vie, je veux dire, on dirait qu'il y a beaucoup de gens sont moroses. C'est très compréhensible, là. Puis la vie, c'est dur, là. Alors moi, ce que je me demande, c'est que les gens qui se disent heureux, est-ce qu'ils sont heureux ou, tu sais, quand tu réponds à un sondage, des fois, tu veux pas être différent des autres, tu réponds ce que tu penses, que tout le monde, tu sais, c'est humain, là, de faire ça, là, c'est normal. Donc, 70% se disent heureux. Si on pense au pays, il y a une espèce de classement. Le premier, la Finlande. C'est souvent les pays nordiques, hein, en premier. Le deuxième, l'Islande. Le troisième, Danemark. Donc, les pays scandinaves, tout ça. Quatrième, Costa Rica. Ça m'a surpris. Ça semble-t-il qu'ils ont fait vraiment une montée. Le Canada se trouve où? 25e. Le Canada a diminué, vraiment une petite dégringolade, là, a perdu quelques places. Et le bout intéressant, le Québec. Admettons que le Québec était un pays, on serait 5e, à égalité avec la Suède. Ah, ben, je crois que ça doit être la dernière étude que tu as vue. Parce que il me semble que le Québec était, dans ce que j'ai entendu, le Québec était 5e. Voilà, donc moi, c'est une belle fierté. Donc le Québec, on serait 5e dans le monde si on était un pays. Pas dans le sens que la souveraineté va rendre les gens heureux, mais dans le sens que pour être dans le classement, il faut être un pays, là. Parce que, bon, la souveraineté, c'est à chacun. Donc, pourquoi le Québec? Premièrement, le Québec, aussi au Canada, si on pense de toutes les provinces, territoires, c'est le Québec qui est en tête, qui est le plus heureux, supposément.
Et pourquoi? Parce qu'on aurait un meilleur filet social. Parce que c'est vrai qu'au Québec, au niveau de notre façon de penser, de gérer les choses, j'aurais tendance à dire que oui, on pense beaucoup aux personnes démunies, système de santé, etc. Donc, c'est sûr que ça amène un indice de bonheur plus élevé, de sentir cette espèce de filet de sécurité-là. C'est d'ailleurs une des raisons que beaucoup de gens sont très anxieux avec les histoires de 51e État américain. Là, moi, je pense, je crois pas que ça va se faire, là, je veux dire, c'est de la politique, là. Mais oui, pourquoi les gens ont peur? Parce que quand on compare le filet social aux États-Unis et au Québec, c'est C'est les deux mondes, là. On est bien ici, là, à côté des là-bas, États-Unis. je veux dire, tu peux finir dans la rue si tu te fais opérer, là. Je veux dire, Ben, les c'est ça, coûts, là, les coûts de santé aux États-Unis, là, c'est pas comparable, là, à côté de nous autres, là. c'est épouvantable. Je veux dire, il y a des groupes, il y a des groupes qui ont une espérance de vie moins élevée parce qu'ils n'ont même pas accès à, par exemple, aux minorités, les personnes noires, là, je veux dire. Ça affecte même leur espérance de vie parce qu'ils ont moins accès au système de santé. Les gens pauvres, quand tu es pauvre aux États-Unis, tu es pauvre, tu es pauvre longtemps. Ici aussi, là, c'est pas pour minimiser, mais ici, il y a quand même un filet social. Il est loin d'être parfait. Il faut l'améliorer, mais il y a quand même. On dit que le Québec s'inspire beaucoup des pays scandinaves, des pays nordiques qui sont en tête. On a beaucoup cette espèce de philosophie-là d'aider les plus démunis. Et c'est pour ça aussi que, historiquement, les partis plus de droite, conservateurs, c'est moins populaire au Québec. Parce que qui dit conservateur, c'est moins vers le filet social. Tandis que le Québec est plus côté, je dirais, centre-gauche, plus on aide les gens qui sont dans le besoin. Donc, on a cette particularité-là qui fait qu'on a un indice de bonheur plus élevé. C'est quand même une belle fierté. Ouais. Maintenant, le dernier, on a parlé tout à l'heure des 100 000 bagages perdus chaque jour dans le monde. Ben là, on va plutôt parler des objets qu'on perd et le temps épouvantable qu'on peut perdre juste à les chercher. Oui, je l'ai mis en dernier parce que ça m'a resté dans la tête, là. Nous passons entre 10 et 50 minutes par jour à chercher des objets égarés. C'est beaucoup. L'image est très, très. Si on met ça sur une année, on parle de 2,5 jours par année, là. Si on regroupait tous ces moments à chercher, ça prend 2,5 jours. On perd littéralement 2,5 jours par année. 2,5 jours de notre vie perdue à chercher. Donc, ça m'a fait. Ben, de là, tantôt, quand tu parlais de ton AirTag, là, j'ai pensé à ça. Mais moi, il faudrait que j'en mette partout, là, ça me coûterait cher, là. Mais oui, on n'en a pas conscience. Mais après, quand je me suis mis à réfléchir, après avoir lu ça, je me suis dit, c'est vrai. Quand je réfléchis à ma journée, là, on pense à chercher nos clés. Mais c'est pas juste ça. On en cherche des choses dans notre journée. Notre cellulaire, on l'a mis où? Notre manette de télévision. Euh, ça paraît pas. Il y a des gens qui sont très disciplinés, là, qui cherchent moins, là, mais moi, j'avoue que je me cherche beaucoup, là. Ce qui est comique aussi là-dedans, c'est que tu sais, tu vas chercher quelque chose que tu as perdu, tu le trouves pas, tu t'en vas t'en acheter un autre parce que tu en as Ah, besoin, puis tu le retrouves le lendemain. ça, c'est inévitable, hein? On retrouve la chose quand on a acheté l'autre. Et puis aussi, les gens, ce qui est très populaire par ici, ben, je pense pas mal partout dans les endroits fortement catholiques, c'est de prier, je pense que c'est Saint-Antoine. Ouais. Ouais. Et ça aiderait à trouver les objets perdus. Puis, mais honnêtement, d'avoir lu ça, je me suis dit que j'allais essayer de mieux ranger, de trouver des trucs pour. Puis j'ai un truc pour me mettre mes clés, là. C'est pas parce que mais je sais pas. Ça finit ailleurs, ça finit. Puis des fois, quand on a 3, 4 manteaux, ça finit d'un autre manteau. Mais ouais, c'est ça, ça amène vraiment à réfléchir sur ce qu'on fait de notre journée, l'emploi de notre temps, parce que c'est vraiment une perte de temps. Vraiment, si on peut améliorer ça, ça serait une bonne chose.
Eh bien, c'est ce qui termine la capsule d'aujourd'hui. Beaucoup de chiffres intéressants, beaucoup, comme je disais tout à l'heure, là, des affaires absurdes, là, comment ça se fait que c'est comme ça, là. Donc, ouais, c'était des belles découvertes, là. Oui, ben, en tout cas, ça amène une réflexion, puis si ça peut aider les gens à prendre conscience. En tout cas, moi, ça m'a aidé à prendre conscience de plein de choses. Alors, c'est toujours intéressant. Eh bien, merci beaucoup, puis on se revoit la semaine prochaine. Avec plaisir.